Bon, d'abord, il faut dire que nous n'avons jamais voulu la guerre. Personne ne veut la guerre. Nous avons bâti notre campagne, même pour être élus aujourd'hui, autour de la paix. Il n'y a rien qui équivaut à la paix. Et sans paix, il n'y a pas de développement. Nous avons toujours dit que notre gouvernement était toujours inscrit dans le processus de Luanda et de Nairobi. Mais par contre, nous avons constaté une mauvaise volonté de la part de l'autre partie, notamment du Rwanda. Comme nous n'avons jamais cessé de le dire, nous savons que le Rwanda, comme pays, pourrait avoir des préoccupations, d'autres que nous pouvons partager. C'est pourquoi nous avons dit que nous sommes disposés à dialoguer avec les Rwandais pour trouver des solutions aux problèmes, aux vrais problèmes que le Rwanda poserait. Mais nous ne dialoguerons jamais avec le M23 ni Alliance Fleuve Congo. Si leurs problèmes pourraient être portés par les Rwandais ou d'autres pays, nous sommes disposés à les discuter, mais jamais nous allons nous asseoir autour d'une même table avec les agresseurs. Mais comment comprendre cette contradiction? Kinshasa accuse Kigali de soutenir les M23. Et parfois, il y a ceux qui partent plus loin et dire qu'il n'y a pas les M23, il n'y a pas les Rwandais. Mais vous dites que vous n'allez pas négocier, dialoguer avec les M23, plutôt avec les Rwandais. Comment comprendre cela? Puisque les préoccupations, soi-disant, soulevées par les M23, sont portées par les Rwandais aujourd'hui. La preuve que c'est les Rwandais qui ont accepté de signer le cessez-le-feu avec nous, qui devrait en principe prendre effet à 0 heure le 4 août. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Pour toujours illustrer la mauvaise foi, la veille, 24 heures avant, les M23 et leurs alliés de l'Alliance Fleuve Congo se sont précipités à occuper d'autres territoires, notamment Nyamirima et le poste douanier de Ishasha. C'est pour démontrer, pendant que nous autres, même puisque nous avions déjà convenu, il y a une semaine, que nous devions avoir une attitude conciliante en vue de préparer les négociations. Et l'attitude conciliante, c'était d'abord de faire taire les armes. Vous allez constater que nos troupes n'ont jamais fait un pas depuis les pré-accords de Luanda qui prévoyaient le cessez-le-feu général le 4 août. Nous n'avons fait aucune action militaire. Mais les autres l'ont fait juste dans le but de nuire. C'est pourquoi nous disons, à ce qui nous concerne, nous prenons la communauté internationale en témoin. Nous n'allons plus nous plaindre. Nous n'allons plus nous plaindre. Nous allons agir. Mais nous voulons montrer la bonne foi de la République démocratique du Congo dans le sens de ramener la paix. Nous sommes convaincus que la vraie paix ne viendra pas par les canons. La vraie paix viendra par les dialogues. Le cessez-le-feu signé entre Kinshasa et Kigali, mais de l'autre côté, l'AFC et les M23 en général, ces gens disent qu'ils ne sont pas concernés. Comment comprendre cela? Ça montre qu'on est loin de faire taire les armes? Oui, si les M23 et l'Alliance Fleuve Congo ne sont pas concernés par le cessez-le-feu, chez nous, nous prenons acte. Mais nous, ce que nous demandons, nous demandons que les troupes rwandaises qui n'ont pas été invitées par notre République puissent se retirer. Si les troupes rwandaises, les troupes ougandaises se retiraient, nous, on n'a pas de problème, nous allons régler, nous allons considérer, comme on le fait, les M23 à la Congo, comme des groupes terroristes qui sont chez nous. Ce que nous ne voulons pas seulement, c'est qu'il y ait des pays souverains qui se disent démocrates et membres du Conseil des Nations Unies qui puissent appuyer des groupes terroristes. C'est ce que nous voulons. C'est pourquoi nous voulons aujourd'hui prendre un témoin, parce qu'il y aura même une commission de vérification qu'on a mise en place qui va inclure l'Angola, nous et les Rwandais, qui va procéder à la vérification que réellement le cessez-le-feu est bel et bien respecté. Les FARDC perdent toujours des zones en zone. On a vu dans les Massissi et dans les Rutshuru, le gouvernement congolais ne cesse de parler d'une montée en puissance de l'armée congolaise. Est-ce que cette montée, elle est réelle ou soit c'est un mythe? Bon, d'abord, moi qui vous parle moi-même, je viens de déposer il y a presque 3 semaines une demande de convocation d'une session extraordinaire au niveau de l'Assemblée nationale à huis clos pour parler de la question sécuritaire et humanitaire devenue dramatique à l'est du pays.
Et là, nous avons des choses à nous dire aussi nous-mêmes. Je dois vous dire que je suis élu du peuple, mais il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas chez nous. Par exemple, je peux vous dire aujourd'hui que nous avons voté la loi de programmation sur les FRDC. 1,2 milliard de dollars. Aujourd'hui, en tant que député, nous voulons savoir où va cet argent-là. Il y a les dysfonctionnements même au niveau des commandements. Il y a la maison militaire du chef de l'État qui n'est pas censé faire des commandements, qui le ferait. Il y a le ministère de la Défense qui n'est pas censé donner des ordres de commandement, qui le ferait. Il n'y a que l'État-major général qui devrait le faire. Nous avons même... En quelque sorte, il y a une cacophonie, c'est ça? Non, ça dit que ce n'est pas une cacophonie, mais nous voulons, nous, en tant que députés élus, parce que nous sommes des élus du peuple, faire des recommandations. Et lorsque nos recommandations ne sont pas respectées par le gouvernement, nous avons le pouvoir même de prendre des sanctions contre l'exécutif. Mais nous avons d'abord voulu parler le même langage. Moi, je dis par exemple, pour nous, au niveau de l'Assemblée nationale, l'Ouganda est un agresseur. Au niveau du gouvernement, ils disent que non, l'Ouganda n'est pas agresseur. Même les experts des Nations Unies nous ont donné raison. C'est pourquoi nous avons dit, avant même que nous puissions voir qu'est-ce qu'il faut faire, harmonisons d'abord nos vies entre nous, les législateurs, et l'exécutif. C'est pourquoi je suis en train de préparer même là une question orale avec débat au vice-premier ministre et ministre de la Défense sur la gestion de la guerre. Nous voulons savoir combien de primes de guerre on donne aux militaires au front, combien d'argent en termes de fonds de ménage on met à la disposition de nos militaires, quelle est la tension salariale des militaires pour les motiver. Nous voulons savoir ça. Comment nous comptons faire cette guerre? Parce que nous avons des propositions. Par exemple, pour moi, la guerre n'est pas seulement les biceps, non. La guerre, elle est technique, elle est stratégique, elle est aussi intelligente. D'accord. Honorable, vous venez de le dire également, plusieurs rapports d'experts des Nations Unies ont démontré clairement comment les Rwandais et l'Ouganda sont derrière les M23. Mais Kinshasa n'a jamais reconnu cela. Selon vous, pourquoi? Bon, Kinshasa, c'est vrai, le gouvernement. C'est pourquoi moi j'ai dit que nous devons, nous, en tant que la deuxième institution du pays, harmonisons nos vues avec le gouvernement. Parce que nous avons des éléments qui confirment la présence ougandaise sur le terrain. Moi, je peux vous apporter des preuves. Même certains éléments qui ont été avancés comme preuves par les experts indépendants des Nations Unies, nous les avons aussi. Mais nous, en tant qu'élus du peuple, nous avons la mission d'accompagner notre peuple. C'est dans notre intérêt. Est-ce que le président Tshisekedi sait que les Ougandais sont là, dans les M23? D'abord, dans le système politique chez nous, le président règne mais ne gouverne pas. Il n'est même pas responsable de pas le Parlement. Il est le commandant suprême. C'est le commandant suprême de l'armée. Il est censé connaître. C'est pourquoi nous nous disons que lui, en tant que commandant suprême, les résolutions que nous allons apporter vont aider à éclaircir les problèmes. Parce que chacun de nous a une circonscription où il est élu. Moi, je reçois les informations de premier rang qui viennent de mes électeurs. Je vais les partager avec les autres. C'est l'unique occasion, la plénière que nous avons pour participer. C'est pourquoi, compte tenu de la sensibilité des informations que nous allons discuter, nous avons voulu que cette session soit une session à huis clos, une session hautement sécurité pour que les adversaires, les agresseurs ne puissent pas en profiter pour avoir les informations sensibles que nous prenons. On profite de l'avant-dernière question honorable. Cette guerre-là, est-ce que pensez-vous que la RDC va-t-elle l'emporter? Bien faut-il se mettre sur une même table? Moi, personnellement, je ne suis pas partisan de la guerre. Toutes les grandes guerres du monde ont toujours fini par un consensus autour d'une table. Donc faut-il dialoguer? Nous sommes d'accord pour dialoguer, mais on ne peut pas dialoguer avec un mouvement terroriste. Non, ça nous l'avons dit plusieurs fois. Nous savons que le M23 est une machination montée de toutes pièces par les Rwandais. Et nous savons qui commande ça au Rwanda, parce que nous avons aussi des gens qui sont de l'autre côté qui nous donnent des informations. C'est pourquoi nous voulons discuter avec les Rwandais. Qu'est-ce que les Rwandais veulent? Est-ce que ce sont nos ressources naturelles comme nous le pensons ou autre chose? C'est comme ça que nous voulons une discussion franche autour d'une médiation qui est nette, la médiation angolaise. C'est le vous qui manipule et qui serait derrière les Rwandais. Est-ce que pensez-vous que la communauté internationale a un rôle à jouer dans ce qui se passe dans les C'est un secret de polichinelle. Lorsque l'Union européenne, une institution qui est mieux informée, qui a colonisé l'Afrique pendant presque plus d'un siècle, sait très bien que les Rwandais ne produisent pas de minerais.
comment l'Union européenne peut signer un accord commercial avec l'Union européenne. Avec l'Union européenne. Non. C'est là du tout. Mais comment comprendre, et pourtant ce sont les mêmes partenaires que le gouvernement congolais. Comment comprendre, est-ce que ça explique qu'il y a une mauvaise diplomatie côté congolais? Non, je crois qu'il y a une mauvaise foi de l'hypocrisie de la communauté internationale. Chaque fois qu'on a des leaders nationalistes au pouvoir, cela n'arrange pas. Nous l'avons vu avec Mouzé, Laurent Désiré Kabila, nous l'avons vu avec Lumumba. Nous connaissons même dans d'autres pays. Ce qui dérange, c'est l'intransigeance du président Tshisekedi. Tshisekedi est seulement victime du fait qu'il est nationaliste. C'est tout. C'est tout ça. C'est tout ça. Parce que le vrai combat aujourd'hui, c'est la protection des ressources naturelles de la RDC. Et nous disons que sur cette question-là, nous n'allons rien céder. Rien céder. C'est pourquoi nous avons voulu montrer notre bonne foi en acceptant, à négocier avec les Rwandais. C'est les Rwandais qui tirent les ficelles. On finit la dernière question honorable. Politique, sociale, économie. Certains experts pensent que rien ne marche au pays. L'Union sacrée, qui est une plateforme qui est au pouvoir et qui soutient également les institutions et le président Tshisekedi en général, certains experts pensent que jusqu'à-là, l'Union sacrée a échoué. Que pensez-vous et c'est quoi votre analyse? Moi-même qui vous parle, je suis cofondateur de l'Union sacrée. Si vous avez le numéro 33, c'est moi, William Michiki, président de l'INANA. L'Union sacrée, pour moi, est dépassée aujourd'hui. C'est une structure qu'on a montée pour les besoins de l'époque. Il fallait tenir tête au FCC. Mais moi, je crois aujourd'hui qu'il faut une restructuration. Parce que l'Union sacrée ne représente plus les besoins. Il faut changer les paramètres. Non, c'est-à-dire qu'il faut restructurer l'Union sacrée. Surtout les dirigeants de l'Union sacrée. Donc, les combats que nous menions à l'époque sont déjà dépassés. Ça, c'est mon point de vue personnel et je n'ai jamais cessé de le dire. Qu'est-ce qui doit être fait concrètement? Ce qu'il faut faire aujourd'hui, il faut penser maintenant aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui au pouvoir, nous ne sommes plus à l'opposition. Lorsqu'on a mis en place l'Union sacrée, nous avions deux forces au pouvoir. Nous avions les FCC et les CACH. Mais nous sommes venus comme Union sacrée pour soutenir les CACH. Mais malgré ça, il y avait toujours des gens chez nous qui avaient un pied dedans, un pied dehors. C'est pourquoi moi je pense qu'aujourd'hui nous devons d'abord voir qui sont les forces aujourd'hui qui ont gagné les élections, qui vont constituer une nouvelle union sacrée avec une nouvelle vision. La vision n'est plus aujourd'hui de combattre l'FCC qui n'existe plus. Nous avons, nous, 95% à l'Assemblée nationale. Donc nous avons extra majoritaire. Donc on n'a pas même à s'inquiéter. Mais comment la difficulté aujourd'hui, c'est comment gérer cette majorité aujourd'hui? Vous avez vu presque tous les gouverneurs partout sont les nôtres, partout. Donc nous avons gagné partout. Même les chefs de l'État lui-même, même les gens qui les contestaient, ont vu les rapports bureau par bureau. 73% qu'il a gagné. Indiscutable. Même Mukwege, les gens qui sont pris Nobel, société civile, se sont rendus compte que réellement Félix Tshisekedi a gagné les élections. Donc ça doit interpeller les autres. Maintenant, nous devons maintenant savoir comment gérer cette victoire-là. C'est vrai que les problèmes, nous avons un problème économique comme un peu partout, mais je pense que nous aussi, dirigeants, nous avons une responsabilité vis-à-vis de ce qui se passe aujourd'hui au niveau du pays. Honorable Willy, pour finir, vous aviez participé à la cérémonie commémorative du génocide congolais. Et moi, quant à ça? Oui, c'était vraiment douleur. C'était une façon pour nous d'abord de marquer notre solidarité avec ceux-là qui nous ont innocemment laissés, qui sont partis puisqu'ils n'étaient même pas partis au conflit. Mais aussi c'était une occasion aujourd'hui de dire plus jamais de génocide au Congo. C'est pourquoi nous passons, nous, à ce qui nous concerne, que nous devons aussi rassurer les survivants, surtout les familles de ceux-là qui ont perdu les leurs. Vous savez, j'aimerais bien que vous perdiez quelqu'un qui est au front, qui est engagé, mais un innocent qui n'a rien, qui meurt par une bombe, par une attaque, ça c'est inadmissible. Et moi j'ai vu que la démarche que nous faisons aujourd'hui, l'aboutissement, c'est ça le combat que je vais faire maintenant personnellement et avec des collègues, c'est de pouvoir obtenir la mise en place d'un tribunal pénal international qui va juger les crimes commis en RDC. Puisque les crimes qui sont commis ici sont des crimes particuliers, sont des crimes économiques, des crimes de violence sociale où on utilise la violence sexuelle comme une arme. C'est une méthode. Or, nous, on ne peut pas les juger au niveau des juridictions nationales. Il faut une juridiction internationale. Les auteurs sont toujours dans la nature. Certains sont d'ailleurs dans les gouvernements. Qu'en dites-vous? Je n'en disconviens pas. Nous avons des gens qui ont partagé
Et ce que nous avons aujourd'hui, nous le déplorons. Mais comme vous le savez très bien, personne ne peut être poursuivi s'il n'y a pas de preuves. Il faut qu'il y ait un tribunal. Et le tribunal, peut-être moi je serai aussi victime. Des fois, nous voulons, nous, qu'il y ait un tribunal international qui va juger les crimes. Et là, les Rwandais, comme les autres criminels, ne vont pas l'accepter. Même la communauté internationale n'est pas disponible aujourd'hui à nous l'accorder. C'est un combat que nous allons mener. Mais je vais aussi plus loin. Je dis aussi que nous aussi, Congolais, nous devons résister. Nous devons cesser de nous plaindre. C'est à nous d'abord. La résistance, ce n'est pas seulement l'armée. C'est nous tous, chacun d'entre nous. Et j'ai aimé la diaspora congolaise qui est mobilisée, plus que même certains Congolais ici, pour cette COP. C'est vraiment décevant de voir qu'il y ait des Congolais aujourd'hui qui rejoignent ceux-là qui tuent les leurs. C'est inadmissible, c'est vrai. Nous voulons la politique et nous voulons des postes, mais on ne peut pas sacrifier ses propres frères, ses propres sœurs pour avoir des postes politiques. Moi-même qui vous parle, j'ai dit au Palais du Peuple, chez nous, que je suis prêt à quitter l'Assemblée nationale si dans 6 mois, rien n'est changé. Si nous ne sommes pas suivis dans les résolutions que nous allons prendre lors de la session du mois de septembre, qui est une session essentiellement budgétaire, mais où la question sécuritaire prendra une part importante. Honorable Willy Mishiki, merci pour cet entretien. Merci beaucoup. Prochaine.